Figaro Live, il est 11h11 et on vous pose une question ce matin. Soutenez-vous les Gilets jaunes? C'est donc la question qu'on vous pose sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. C'est la question qu'on se pose après le plébiscite observé dans les sondages. C'est la question qu'on se pose aussi après les scènes de chaos observées notamment à Paris ce week-end. Un récit signé Louis Tellier, Mohamed Amin Kell et Stéphane Folzer. Le distributeur d'argent a été brisé avec les manifestants qu'on entendait dire prenez de l'argent, prenez de l'argent. Bonjour Jean-Marc Leclerc. Bonjour. Vous suivez la police au service société du Figaro. Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'Intérieur, s'est exprimé de nouveau ce matin et je vous propose de l'écouter. Il revenait notamment sur le profil des personnes qui ont été arrêtées. On trouve certes des profils traditionnellement à risque, des profils d'ultra-gauche, d'ultra-droite, mais en nombre assez minoritaire. Et on a bien vu que dans les personnes qui sont interpellées, on a une majorité de personnes qui viennent de province, donc qui étaient venues pour cette manifestation et qui se sont transformées en casseurs. Beaucoup étaient porteurs d'objets qu'on a retrouvés ensuite projetés sur les barrages. Donc il y a eu des projectiles qui ont été trouvés sur place, mais aussi beaucoup étaient venus équipés. Ces gens qui ont été arrêtés, Jean-Marc Leclerc, c'est des meneurs ou bien c'est des personnes qui n'ont pas été suffisamment habiles, entre guillemets, pour échapper aux arrestations ? J'ai envie de dire d'abord quand même quel changement de pied quand j'écoute le secrétaire d'État, parce que la semaine dernière, on nous expliquait que c'était l'extrême droite, un peu d'extrême gauche, et les arrestations nous avaient montré que finalement c'était ni droite ni gauche, et que c'était ni extrême droite ni extrême gauche, c'était des gens d'un peu tous les horizons. Cette semaine, c'est la même chose. Ce qui s'est passé ce week-end, ce sont des gens ce sont des profils assez hétéroclites, plutôt des provinciaux, plutôt des gilets jaunes excités, des énervés, évidemment quelques casseurs habituels qui sont plutôt des gens à l'extrême gauche, quelques-uns à l'extrême droite, évidemment, également. Mais enfin, ça n'est pas représentatif. Ce qui est représentatif, c'est que surtout, c'est un mouvement un peu spontané de gens un peu incontrôlables. Je vous pose la question, on le voit bien sur ces images-là qui sont diffusées, et puis sur les images qui ont été captées par les caméras de Figaro Live, qui sont restées pendant 4 heures dans les rues de Paris. À de nombreuses reprises, nous avons vu des drapeaux noirs, des drapeaux rouges. On a entendu des slogans « Tout le monde déteste la police », qui est typique des manifs Antifa. On voit des slogans, notamment tagués sur l'Arc de Triomphe, qui dit « Abat Macron, abat les fachos, abat la police ». C'est quand même assez connoté, c'est assez orienté. On arrive à reconnaître quand même ce genre de slogan typique de l'ultra-gauche. On pourrait imaginer qu'à force d'avoir souhaité leur présence la semaine dernière, ils soient venus cette semaine. Et effectivement, on a dans ces mouvements-là toujours les habitués du coup de poing avec la police. Ceux qu'on a retrouvés au 1er mai, ce sont les gens dont on parle beaucoup mais qu'on n'arrête jamais quasiment. Les syndicats de police, d'ailleurs, demandent à être reçus par Macron. C'est ce que disent à l'instant, ce que vient de donner l'AFP comme urgent. Est-ce qu'on en sait plus, d'ailleurs, sur le bilan et les dégâts de samedi, en particulier à Paris ?
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu énormément de feux. Il y a plus d'une centaine de feux qui ont été déclarés. Moi, ce qui m'a frappé, c'était le nombre de véhicules brûlés. Il faut imaginer qu'à Paris, autrefois, c'était un peu un sanctuaire. Du temps des précédents préfets de police, on mettait un point d'honneur à ce que les voitures ne brûlent pas à Paris aussi. Il y en avait quelques-unes, rarement. Elles étaient effacées des bilans. Là, en l'occurrence, c'est difficile d'effacer des bilans, quelque chose qui se voit de manière aussi criante. Et oui, c'est vrai, c'est quand même symptomatique d'un changement d'époque, en tout cas. Notre consoeur Marion Van Rentergem tweetait hier cette affirmation. Ils ont protégé l'Élysée, en parlant de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur, l'Assemblée nationale, Matignon, normal. Pourquoi pas l'Arc de Triomphe, cible déclarée? Pourquoi ne pas avoir morcelé les Champs-Élysées, autre cible déclarée? Je pense qu'il y a un vrai problème de doctrine sur la sécurité à Paris. On a l'impression de plus en plus, au fil des événements, que quand quelque chose va mal, on protège les puissants dans les palais nationaux, mais un peu moins les Parisiens autour. Je crois qu'il faudrait quand même avoir une réflexion sur ce sujet, faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins de policiers autour des palais et un peu plus de policiers mobiles pour s'occuper des problèmes des gens. Je crois que ce serait une bonne chose. C'est ce que disait d'ailleurs, il y a une excellente interview que vous pouvez lire dans le Figaro aujourd'hui, qui a été faite par Édouard de Maréchal, sur un patron d'unité de CRS qui explique comment, en fait, on a mis beaucoup trop de monde autour des palais et pas assez autour. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est un CRS, patron d'unité, qui le dit. Je pense qu'il faut quand même aller à une réflexion autour de ça. Voilà, il faut que ce soit la police pour tous. Une question d'un internaute, Gauthier, qui nous dit « Il y a des élections professionnelles dans 3 fonctions publiques jeudi. C'est un enjeu primordial pour les syndicats de police. » puisque ça concerne bien entendu aussi les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, dont les policiers. Ceci expliquerait peut-être pourquoi certains n'ont pas voulu déployer plus d'effectifs. Il y a un vrai problème de temps de travail dans la police. Ah oui, ça, de toute façon, ça c'est une certitude. Le problème de la police française, c'est que c'est une machine à fabriquer du tendu. Voilà, c'est ce que disent les commissaires. Ils le disent moins fort aujourd'hui, mais ils le disaient fort un peu plus tôt. C'est qu'effectivement, on accumule par un système de cycle horaire qui a l'air d'être un petit peu obsolète aujourd'hui, des heures supplémentaires qu'on n'arrive pas à payer. Ça crée un climat délétère et après, on a du mal à faire de la gestion humaine autour de tout ça. On est obligé de faire des concessions. L'État ne veut pas payer. C'est vrai que l'une des idées, ce serait effectivement de solder le compte des heures supplémentaires pour redémarrer à zéro, enfin. Je reviens sur ma première question, Jean-Marc. On parle de casseurs. Est-ce que donc, le profil des gens qui sont arrêtés, vous nous dites, ce sont des gilets jaunes qui se sont radicalisés dans leur colère et qui sont venus avec leurs projectiles? Il y a un peu de tout. Il y a à la fois les meneurs habituels qu'on connaît. C'est eux les pillards, c'est les gilets jaunes, les pillards en fait, dans l'Arc de Triomphe. On peut imaginer qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a les habitués du coup de poing qui sont plutôt des gens de sensibilité d'extrême gauche, quelques-uns d'extrême droite aussi avec leur drapeau, mais c'est assez symbolique tout ça. Une certitude, on a des gens les habitués du coup de poing et de l'extrême gauche, c'est quand même aussi de la casse, parce que s'attaquer à des banques ou s'attaquer... Oui, c'est eux qui mènent l'action. Et ils sont suivis ensuite par la deuxième vague, ou assistés de manière plus ou moins passive par les gilets jaunes qui se prennent de hardiesse dans le feu de l'action et qui aussi se mettent à lancer, parce qu'ils ne sont peut-être pas très habitués au gaz lacrymogène, ils ont une réaction un peu étonnante de mimétisme. Et puis vous avez le troisième volet qui est celui des voyous qui viennent habituellement faire les soldes gratuitement et profiter de cette cohue pour aller briser les vitrines et s'en mettre plein les poches. Donc on n'est plus là dans une logique de casse, mais là carrément de pillage. Oui, on agrège tout ça. Merci Jean-Marc pour ces premières précisions. Soutenez-vous les Gilets jaunes? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs. Pour l'instant, vous êtes nombreux à avoir voté, plus nombreux que d'habitude, et surtout vous êtes nombreux à nous dire oui. Alors dites-nous pourquoi. On prendra vos commentaires, vos questions qui commencent à arriver. Je salue Bobif, Macabronito et les autres internautes qui commentent en ce moment cette émission et qui nous posent leurs questions. On y reviendra dans une deuxième partie. Parmi les scènes qui ont frappé ce week-end, il y a Emmanuel Macron, avenue Kléber, venu constater hier les dégâts et féliciter les forces de l'ordre dans une ambiance encore tendue.
Bonjour Arthur Berda, Bonjour, vous travaillez au service politique du Figaro. Deux dernières infos juste avant le début de cette émission. D'abord, Christophe Castaner et Laurent Nunez, qu'on a entendu tout à l'heure, vont être auditionnés dès ce soir par la commission des lois de l'Assemblée. Si c'est ouvert au public, bien entendu, nous le retransmettrons sur Figaro Live. Et puis, on l'a également appris à l'instant, de nouvelles mesures vont être annoncées par le gouvernement après les consultations qui ont donc commencé ce matin, consultations avec les leaders des partis politiques et cet après-midi avec les représentants des Gilets jaunes. On va y revenir. Il y a également un débat au Parlement mercredi et jeudi. Mais d'abord, peut-être une première question, Arthur, puisque les rencontres ont commencé en théorie à Matignon. Jean-Luc Mélenchon snob Édouard Philippe, est-ce qu'on sait pourquoi ? Officiellement, c'est pour des raisons d'agenda. Jean-Luc Mélenchon avait visiblement mieux à faire que d'être reçu aujourd'hui à Matignon. En tout cas, son agenda fait qu'il ne pouvait pas l'aménager pour improviser un rendez-vous à Matignon, qui, il faut le rappeler, a été annoncé hier. On a appris samedi soir que Emmanuel Macron avait demandé à Édouard Philippe de recevoir l'opposition dans son ensemble, les oppositions représentées à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon n'a pas su adapter ou n'a pas voulu, la réponse on ne l'a pas encore, mais elle viendra probablement dans la journée, adapter son agenda pour être reçu à Matignon. Et donc c'est une délégation de 3 insoumis qui viendront représenter la France insoumise à Matignon. Je vous posais cette question parce que hier, il a su être présent au débat organisé au pied levé et à la dernière minute par France Télévisions, après le journal de France 2. Qu'attend Emmanuel Macron de la rencontre avec les responsables politiques et les Gilets jaunes ? Est-ce que c'est gagner du temps ou trouver une vraie solution ? J'ai envie de vous dire un peu les deux. Emmanuel Macron, lorsqu'il prend la parole la semaine dernière, mardi dernier à l'Élysée, il dit on va se donner 3 mois, 3 mois pendant lesquels on va consulter, on va rencontrer, on va échanger au niveau local. L'idée, c'est donc de circonscrire un peu ces débats localement sur les territoires et puis de prendre le temps de trouver des vraies réponses. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a peut-être un décalage entre ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui et peut-être ce qu'il aurait dû faire hier. Ce mouvement, ça fait bientôt 4 semaines qu'il a démarré, ce mouvement des Gilets jaunes. C'est à l'époque qu'il fallait probablement consulter, recevoir, échanger avec les oppositions, les représentants du mouvement, les représentants officiels ou non, puisque c'est un mouvement spontané, Jean-Marc le disait tout à l'heure, et peut-être prendre des décisions aujourd'hui. Là, on se rend compte que finalement, la consultation, c'est aujourd'hui, et que les décisions, dans 3 mois, ça ne sera pas possible d'attendre 3 mois, et donc on annonce des décisions… On annonce… Oui, pardon. Non, je vous en prie. Oui, justement, c'est la question, est-ce qu'on sait jusqu'où, par exemple, Édouard Philippe, qui est à la manœuvre, est prêt à aller ? Jusqu'où est-ce qu'on va laisser aller Édouard Philippe ? Ça aussi, c'est une question qui se pose, puisqu'on voit qu'il y a une grosse offensive de François Bayrou, qui a été ouverte dans une interview au Figaro la semaine dernière, dans laquelle il chargeait assez fort Édouard Philippe, puis sur Europe 1 vendredi, où à nouveau il en a remis une couche autour d'Édouard Philippe. Autour d'Emmanuel Macron, ses proches, les historiques, les macronistes historiques, comme on les appelle, eux aussi chargent beaucoup Édouard Philippe, dont la raideur, le désintérêt, voire la distance qu'il a pris au début avec le mouvement, lui sont énormément reprochés aujourd'hui. Donc jusqu'où Édouard Philippe va aller ? La question c'est surtout jusqu'où est-ce qu'on va le laisser aller ? Est-ce qu'il va gérer la séquence entièrement ? Est-ce qu'il va réussir à inverser la tendance ? Pour l'instant, la question est ouverte et les consultations d'aujourd'hui et de demain avec les Gilets jaunes seront un des éléments de réponse. Concernant les Gilets jaunes, proprement dit, on a vu que le problème ce week-end, c'est qu'il y a même un désaccord sur les revendications. Il y a plusieurs revendications, plusieurs types de revendications, mais on voit que dans ceux qui prennent la parole, il y a d'un côté ceux qui ont fait un appel dans le journal du dimanche hier, avec notamment Jacqueline Moreau, celle qui est à l'origine du mouvement, et puis de l'autre, des figures qui ont émergé, comme Jean-François Bernard Bach, qu'on voit sur le plateau de BFM TV ou de France 2, qui trouvent les revendications ou les propositions des porte-paroles autoproclamés qui vont rencontrer Édouard Philippe trop techno. Il y a effectivement, c'est un mouvement qui est protéiforme et donc aujourd'hui on a du mal à voir clair au sein de ces revendications. L'idée de l'exécutif, ça a été un temps de dire écoutez, mettons-les face à leurs revendications, voyons ce qu'ils nous demandent, et puis quand on verra qu'ils demandent la suppression de l'Assemblée, la suppression du Sénat, l'augmentation du SMIC à 1 800 € net, puisqu'il en était question au début, on se rendra compte que ce sont des revendications irréalisables, et à ce moment-là, le mouvement va se discréditer de lui-même. Or, ce dont on s'aperçoit quand même, c'est qu'il y a un soutien franc et massif des Français, on le voit sur Figaro Live, on le voit dans différentes enquêtes d'opinion, au mouvement. Près de 3/4 des Français soutiennent le mouvement, c'est assez… On va y revenir, oui, justement, dans une deuxième partie. Alors, je voudrais pas… Non, mais vous déflorez rien du tout. Juste, il y a un point, puisque je voulais voir rapidement avec vous, on a vu beaucoup de réactions politiques tout au long du week-end, mais on a l'impression quand même que, paradoxalement, ces politiques se démarquent un peu du mouvement.
On a l'impression surtout qu'ils sont dépassés par le mouvement. Aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, ça témoigne quand même de l'incapacité de l'opposition à incarner une opposition réelle depuis le début du quinquennat. On sait qu'Emmanuel Macron avait décidé de faire sans les corps intermédiaires au début. Il l'avait annoncé, c'était assez clair pour tout le monde. Il allait faire sans les corps intermédiaires. Mais ce dont on s'est aperçu depuis le début du quinquennat, c'est qu'il a fait sans les oppositions qui, elles, ont peiné à se relever de cette présidentielle un peu chamboule-tout, de ce dégagisme incarné par la Macronie, les marcheurs, etc. Et donc ce mouvement, aujourd'hui, il est apolitique, asyndical. Et est-ce que c'est les oppositions qui s'en démarquent ou est-ce que c'est les oppositions qui peinent à le récupérer? C'est aussi toute la question qu'on verra à la fin de cette journée de consultation. Un tout dernier point, Arthur, vous connaissez bien, c'est la situation à La République En Marche. On observe, en tous les cas, de l'extérieur, un certain raidissement des députés qui en viennent quasiment aux mains avec des gilets jaunes, des comptes Twitter qui se proclament à la fois LREM et anti-gilets jaunes. C'est ce que vous avez observé également? Il y a différentes réactions. Alors, il y a un député, en effet, qui a failli en venir aux mains. C'était samedi soir avec des gilets jaunes. Mais je pense que pour l'instant, c'est le seul, en tout cas, dont on a vu des images de lui en train d'en venir aux mains avec des gilets jaunes. En revanche, au sein de La République En Marche, aujourd'hui, il y a un vrai doute, il y a un vrai questionnement. Il y a des reproches qui sont faits à l'exécutif, notamment sur la distance à nouveau. Il y a un clivage, mais qui ne se fait pas tant au sein de La République En Marche, presque qu'avec l'exécutif ou une partie de l'exécutif, dans la mesure où les députés considèrent que l'exécutif n'a pas assez pris en compte cette colère, ce mouvement, ne lui a pas donné suffisamment de considération, ne lui a pas apporté suffisamment de considération. Et donc on se retrouve avec des députés qui sont sur le terrain, en première ligne, face à la colère des gens, et qui tentent de faire remonter ces revendications, si éparses soient-elles, au plus haut sommet de l'État, à l'Élysée et à Matignon, et où, visiblement, ils ont l'impression qu'elles ne sont pas entendues. Et donc, c'est cette colère-là, aujourd'hui, qui est en train de passer des gilets jaunes aux députés, et qui vont essayer de la faire remonter jusqu'à l'Élysée et à Matignon. Merci beaucoup Arthur pour ces précisions. On en parlait donc justement le soutien de l'opinion. On va voir ça aussitôt avec Emmanuel Rivière. En attendant, puisqu'on parlait des auditions qui ont commencé, pas des auditions mais des rencontres qui ont commencé à Matignon ce matin avec le Premier ministre, le premier à être en théorie reçu, c'était le numéro 1 du PS. Et je vous propose d'écouter Olivier Faure qui expliquait dans quel état d'esprit il a vu cette rencontre. Si le débat n'a pas lieu, si nous ne pouvons pas obtenir des états généraux qui permettent de revenir sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la fiscalité, sur la question de l'environnement et donc son financement, dans ces cas-là, nous passerons à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'est quoi? C'est tout simplement que nous répondrons à la demande faite notamment par le Parti communiste, qui est d'aller déposer une motion de censure. Bonjour Emmanuel Rivière. Bonjour Vincent. Que risque Emmanuel Macron s'il recule, en particulier sur la taxe sur le carburant aujourd'hui? Autour d'Emmanuel Macron, il y a un credo qui est que reculer sur une affaire sur laquelle il s'est à ce point engagé à aller jusqu'au bout serait probablement une forme de discrédit qui l'empêcherait ensuite de gouverner, de mener des réformes. C'est un credo qui me semble être interrogé aujourd'hui. On en sent la vigueur dans l'entourage du chef de l'État et je pense que beaucoup des électeurs d'Emmanuel Macron, effectivement, considèrent qu'il faut savoir aller contre les mouvements sociaux, aller contre les résistances. Mais le rapport de force qui est manifesté dans les enquêtes d'opinion, entre autres, est tellement défavorable à cette posture que ça devient difficile à tenir. Et puis il y a un autre élément qui s'est ajouté à cela, qui rend aussi les choses compliquées, c'est que les Français ont été choqués par les images de violence. De nombreux gilets jaunes ont sans doute aussi été choqués par les images de violence. Et Emmanuel Macron et le gouvernement peuvent difficilement se permettre un troisième samedi de violence sur une posture jusqu'au boutiste. Donc la marge de manœuvre s'est considérablement réduite et cette conviction selon laquelle si on ne tient pas ferme sur ses positions, eh bien après le quinquennat est fichu, me semble de plus en plus fragile. Ce que vous êtes en train de me dire, Emmanuel Rivière, c'est que l'effet des scènes de violence, des scènes de désordre, de chaos que l'on voit notamment ici, a pour effet de pousser peut-être une partie de l'opinion à trouver, de pousser Emmanuel Macron à trouver une solution? C'est un des indicateurs les plus intéressants à suivre au cours des dernières semaines. Soutien massif de l'opinion après le premier mouvement des Gilets jaunes le 17 février, malgré de nombreux blessés, un mort puis 2 morts finalement. Suit un week-end avec des images extrêmement impressionnantes de ce qui se passait sur les Champs-Élysées. Et la semaine suivante, les enquêtes d'opinion montrent que le soutien se maintient.
Or, on n'avait rien vu. Ce qu'on a vu sur les Champs-Élysées avant-hier, sur les toits, les hautours du quartier, tout près d'ici, c'était puissance 10. Il y a un sondage qui a été publié hier par mes confrères d'Harris Interactive qui montre que les gens à la fois soutiennent le mouvement et condamnent les violences. Devinez qui va prendre. Devinez qui va être, probablement par les gens qui soutiennent le mouvement et condamnent la violence, jugé responsable d'une situation explosive par sa position s'il ne lâche pas du lest. Donc je pense que le gouvernement, effectivement, a une semaine pour faire en sorte que samedi ne se reproduise pas ce qu'on a vu avant-hier. Donc, vous citez Louis Harris, donc, qui dit que 72... Harris Interactive, pardonnez-moi, qui donc dit que 72% des Français continuent de soutenir les Gilets jaunes. Sondage pour RTL et M6. Opinionway et Odoxa ont montré également un soutien croissant au mouvement des Gilets jaunes. C'est ce que révèlent les études de Kantar Public aussi? Absolument. En fait, c'est vraiment révélateur parce que si les gens avaient été dubitatifs devant ce mouvement un peu curieux, pas très organisé, qui n'arrive pas à désigner des représentants, qui ne se rend pas aux invitations qui lui sont faites de discuter avec le Premier ministre, alors qu'une des premières revendications, ça a été « recevez-nous à Matignon », voilà, il y aurait pu y avoir un petit doute. Et s'il y avait eu un doute, les images de violence, sans doute, auraient fait que beaucoup de gens se seraient désolidarisés. Si vraiment il se confirme, et je pense qu'on aura d'autres sondages cette semaine, que malgré les violences, les gens soutiennent ce mouvement, ça voudrait dire que dans la population française, on a besoin de ce mouvement, qu'on lui trouve des vertus. Et malgré le préjudice subi par une partie de l'économie française? Oui, et c'est vrai que c'est un des autres aspects d'ailleurs qu'on ne doit pas négliger. C'est un mouvement qui est très porté par la question du travail, la juste rémunération du travail, que des gens qui triment, des petits commerçants, des petits entrepreneurs, des salariés, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, ça paraît déstabilisant. Et donc on pourrait de la même manière être choqué par les magasins saccagés, l'économie qui est empêchée. Et voilà, si malgré tout ça tient, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très profond. Et c'est effectivement ce qu'on voyait dans nos études. C'est-à-dire qu'il y a, depuis bien plus longtemps que l'élection d'Emmanuel Macron, mais persistant après l'élection d'Emmanuel Macron, un sentiment inédit en Europe de rejet des élites, de sentiment qu'elles ne savent pas ce qu'il faut faire, qu'elles sont complètement déconnectées des réalités et de rejet des partis politiques. Alors Emmanuel Macron, à un moment, a donné satisfaction à tout cela parce que finalement, c'était l'instrument par lequel on avait puni tous les partis qui avaient exercé le pouvoir et même au-delà de ça pendant des décennies. Mais visiblement, ça n'a pas suffi et tout ce qu'on sentait sourdre comme colère dans nos enquêtes, là, semble-t-il, trouve un débouché à travers le mouvement des Gilets jaunes et bien au-delà d'ailleurs de ce que revendiquent les Gilets jaunes, parce que s'il y a 75% des soutiens aux Gilets jaunes, ça veut dire que sont en sympathie avec le mouvement des gens qui appartiennent à cette France, qui va tous les hivers au ski, tous les étés aux vacances, et qui, quand il y a besoin de quelque chose, parce qu'il y a un nouvel iPhone qui sort ou un nouvel appareil qui sort, va sur Amazon et se le commande. Donc ça va au-delà, si vous voulez, de la base sociale normale de ce qui est revendiqué. Ce que vous êtes en train de me dire, Emmanuel Rivière, si je vous suis bien, c'est qu'il y a d'abord la colère qui est plus profonde qu'une simple colère antifiscale, que vous avez remarqué, et qui s'agrège avec un mouvement de rejet des partis politiques qui a pu paradoxalement se manifester par le vote d'Emmanuel Macron en 2017. Mais si on prend un tout petit peu de recul, alors de fait, nos études montrent, on produit en ce moment un instrument qu'on fait tous les 2 ans qui s'appelle le baromètre des valeurs des Français, qui vraiment utilise des indicateurs de très long terme et qui montre une séduction plus grande de toutes les valeurs relatives au conflit. Première chose. Ensuite, il y a, et c'est vraiment très frappant dans ce mouvement, une forme de délégitimation de ceux qui sont au pouvoir au sens large, ceux qui prennent les décisions, qu'on appellerait nous des experts, que les gens appellent les élites, ou d'ailleurs qui n'appellent même plus. Ils disent, quand on les entend parler, eux, ils ont encore fait ça, ils ont décidé ici, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, etc. Et derrière cela, il peut y avoir quelque chose effectivement d'extrêmement déstabilisant, parce qu'il y a quand même une question démocratique qui est posée. L'élection de 2017, elle est censée avoir soldé les conflits dans ce pays pour 5 ans. On doit normalement acquiescer à une majorité qui s'est exprimée, et puis voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a quelque chose qui est interrogé. Après, ce qui est interrogé, c'est peut-être sans doute la capacité de ce gouvernement à faire autrement de la politique en entendant davantage les gens, et c'est peut-être une des jambes du macronisme qui a manqué.
Et on remarquera, on y reviendra peut-être dans une deuxième partie, qu'il y a une victime, en tous les cas, au gouvernement, c'est Édouard Philippe, dont la cote dégringole et qui passe dans certains baromètres sous Emmanuel Macron. Merci Emmanuel Rivière pour ces précisions. Il y a un autre acteur dans cette crise, nous en sommes la preuve, ce sont les médias. Et le sentiment qui domine par rapport à ce mouvement, à ce phénomène, c'est la surprise, comme l'explique sur le plateau de Figaro Live, précisément Thierry Tuillier, le patron de l'info du groupe TF1. Ni aucune campagne électorale récente, en tout cas, ni même les attentats, autre événement, j'allais dire, tragique, dramatique, n'ont suscité autant d'intérêt. Et donc, au-delà même des chiffres de mobilisation, le nombre de gilets jaunes dans la rue, etc., on sent en fait que les gens veulent comprendre ce qui arrive et ressentent finalement un peu ce malaise ou le partage et nous demandent vraiment de couvrir très largement et très factuellement, mais avec beaucoup de pédagogie aussi, le mouvement. Bonjour Caroline Salé. Bonjour. Vous êtes journaliste au service média du Figaro Économie et vous couvrez en particulier le secteur télé. Peut-être une question, est-ce qu'on sait si les journalistes ont été plus ou moins, est-ce qu'ils ont été plus ou moins pris à partie que le week-end dernier par les manifestants ? Il semblerait que ce soit un peu moins. BFM déplore en gros des menaces d'une équipe à Nantes qui a dû quitter son point de duplex. Du côté de France Télévisions, a priori, il n'y a pas eu d'incident majeur. Les derniers remontent à vendredi et d'ailleurs à Périgueux, notamment, France 3 a porté plainte. Mais ce week-end, à part aussi des insultes des équipes de BFM qui étaient perchées sur le toit du Publicis Drugstore sur les Champs-Élysées, il n'y a pas eu d'incident majeur en tout cas. Et des insultes, on en a reçu également au Figaro, à Figaro Live, où on a été obligé d'interrompre d'ailleurs un interview de Thibaut Isoré qui a été insulté. Et visiblement, c'était des gens, des militants là, qui le faisaient. Mais à vrai dire, ce n'est pas tout à fait neuf, cette défiance, en gros, d'une partie de la population vis-à-vis des médias. On a pu la voir aussi au moment des élections. On l'a vu aux États-Unis avec l'élection de Trump. Ce que les gens reprochent, c'est que les médias ne savent pas plus forcément prendre le pouls d'une nation. Et ça s'explique. C'est ce que reconnaissait à l'instant Thierry Tuillier, c'est-à-dire la surprise qu'il y a eu. Absolument. À voir et ça s'explique. Les médias sont un secteur qui va assez mal. Il y a de moins en moins de moyens. Moins en moins de moyens, ça veut dire de moins en moins de journalistes sur le terrain. Et donc, à un moment donné, pour aller prendre le pouls d'une nation, il faut être sur le terrain. Quand on y est moins, forcément, il y a un fossé qui se creuse. Et ça a donné, notamment aux élections américaines, cette surprise de l'élection de Trump que les médias n'ont pas vu venir. Et peut-être aujourd'hui la même chose. Pendant les élections présidentielles françaises, on a vu tous les médias repartir sur le terrain. Europe 1 avait son van, France Télévisions avait mis en place un train, la chaîne LCP faisait des interviews en covoiturage. Enfin, tout le monde était reparti sur le terrain, mais une fois que l'événement est passé, on en voit un peu moins, c'est vrai. On ne peut que souscrire à ce que vous dites, Caroline. Les médias ont été critiqués pour avoir, par certains, déformé ou joué un rôle d'amplificateur. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Quand je vous écoute, non, parce qu'apparemment, on n'a pas vu venir le mouvement et on a été en sous-effectif. Alors peut-être pas sur les gros événements, mais prendre le pouls d'une nation, ça nécessite d'être sur le terrain en permanence. Je ne suis pas sûre qu'on ait déformé les événements aujourd'hui. C'est simplement qu'on a aujourd'hui en France 4 chaînes d'infos en continu, dont le format, c'est d'être sur de l'actu chaude. Donc de couvrir les événements. À partir de là, en temps réel. Il y a un format, c'est celui du direct, qui fait que ça peut donner cet effet de loupe. Mais il n'y a pas de déformation. C'est juste un format qui est comme ça, et c'est notamment celui de BFM TV. Si on ne couvrait pas les événements comme ceux qui se sont passés ce week-end à Paris, je pense qu'à l'inverse, on nous dirait que les médias censurent l'info. Et c'est une info qui ne censure pas. D'ailleurs, ils en ont, en termes d'audience, extrêmement bien profité. Absolument tous. Ce qui prouve que, d'une part, les Français s'intéressent
à ce mouvement. Et les Gilets jaunes, quoi qu'ils pensent des médias, ont aussi besoin des médias pour relayer, en gros, leur mot d'ordre, leurs revendications, ce qu'on a vu. Absolument. C'est toute la JDD, différence entre les réseaux sociaux, qui sont là pour mobiliser, mais après, l'information, ce n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Donc oui, tous les médias en ont profité. BFM TV, chaque week-end, qui a à peu près, en gros compte à peu près 10 millions de téléspectateurs, a multiplié par 2 ce chiffre, ils sont plutôt à 20 millions. La chaîne France Info, samedi dernier, a fait une part d'audience historique. C'est la même chose pour LCI, c'est la même chose pour CNews. Les JT font des audiences records. Enfin, en gros, tous les médias en profitent. Ouais. Est-ce que finalement les médias traditionnels, puisque vous citiez LCI tout à l'heure, qui est la plus vieille chaîne d'infos et qui a organisé donc un grand débat, la première a organisé un grand débat la semaine dernière, on en a vu un autre ce week-end sur France 2, est-ce qu'à cette faveur, ces médias n'ont pas retrouvé justement un rôle, celui précisément de médiateur dans une crise qui en manque régulièrement? Oui, et ça s'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une disparition des corps intermédiaires. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de débat possible en préfecture, il n'y a pas de syndicat, donc il n'y a pas de débat possible de ce côté-là. Il reste quoi finalement? Il reste les médias. Alors, les médias sont une instance de dialogue, mais pas forcément une instance de solution. Oui, absolument, mais il faut déjà qu'on passe par la case débat pour faire avancer les choses. Et c'est vrai que là, on le voit bien aujourd'hui, les débats en tout cas se passent dans les médias. Et les médias ont contribué à poser le débat. Oui. Puisqu'on parle des médias français, il y a également les médias étrangers. Comment ils traitent l'événement? Alors, jusqu'au week-end dernier, plutôt calmement, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans des périodes où on parlait de no-go zone, on montrait des images de la France. Ce que faisait Fox News pendant les événements de 2005. Exactement. Au tout début, c'était assez calme, et là, on voit que la couverture de ce week-end, on est monté d'un cran. Je vais vous donner quelques exemples. El País en Espagne, à la une, parle des gilets jaunes qui sèment le chaos à Paris. Le Sunday Telegraph en Grande-Bretagne parle de Paris brûle. La Repubblica en Italie titre guérilla anti-Macron. Et le New York Times a fait sa une sur George Bush, mais il y a quand même un appel de une et qui parle de la rage qui éclate dans les rues de Paris. George Bush père. George Bush père, qui est mort ce week-end. Merci beaucoup, Caroline, pour ces précisions. Nous, on vous posait une question. Soutenez-vous les Gilets jaunes? Question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs. Là où on voit que ce n'est pas un sondage, eh bien, c'est qu'on est en dessous de la moyenne des sondages dans vos réponses. Mais vous êtes une franche majorité à répondre oui, et vous avez été donc nombreux à commenter. On va prendre vos commentaires, on va prendre vos questions, on va les partager et en débattre avec nos invités. Mais puisqu'on parlait des revendications des Gilets jaunes, je vous propose d'en écouter une, c'est celle d'un manifestant que l'on a rencontré tout près d'ici, samedi, boulevard Haussmann, et qui nous disait ce qu'il voulait. Pour un smicard, admettons pour un salaire du smicard, il est hors de question que les charges soient supérieures au salaire qu'il touche. Il faut alléger les charges patronales. Il est hors de question qu'on paye 3 000 euros de charges pour un salarié qui soit payé 1 500 euros. Ce n'est pas possible. Tous ces géants qui se remplissent les poches doivent redistribuer. Il n'y a pas assez de partage. Il n'y a plus assez d'équilibre entre les riches et les pauvres. Mais les gens souffrent, les gens n'en peuvent plus. Et c'est ça qu'on voit dans la rue aujourd'hui. Alors une question de Denis. À votre avis, quelles sont les marges de manœuvre de l'exécutif pour apaiser les Gilets jaunes sans paraître se déjuger? C'est compliqué. Si je prends la parole, c'est compliqué. Il y a différentes mesures qui sont évoquées au sein de la majorité. D'abord, c'est cette fameuse question du moratoire. Le moratoire sur la hausse des taxes sur les prix des carburants. On sait que ça a été l'élément déclencheur, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que le débat, les revendications, elles sont bien plus larges que finalement cette hausse des taxes sur les carburants, puisque le prix il est revenu sensiblement à celui auquel il était il y a 3 mois. Donc, on va bien au-delà de ça. On parle des charges, on parle du pouvoir d'achat, on parle de la fiche de paye, etc. etc. Donc, la marge de manœuvre de l'exécutif à très court terme, c'est peut-être ce moratoire sur la hausse du prix des carburants. Et peut-être un éventuel coup de pouce au SMIC. Ça a été écarté à plusieurs reprises par Édouard Philippe, Benjamin Griveaux et puis par les différents ténors du gouvernement et de la majorité. Mais au sein de la majorité,
parlementaire, on en parle de plus en plus. Donc ça, c'est les marges de manœuvre immédiates. Il en faudra d'autres peut-être sur un plus ou moins moyen, voire long terme. Et là, ça va être tout l'enjeu des consultations et des 3 mois qui se sont ouverts la semaine dernière. Il y a peut-être une petite marge de manœuvre, parce que finalement, l'augmentation des prix du carburant et notamment du gazole, ce n'est pas un but en soi. Le but, c'est de réduire notre empreinte carbone et d'atteindre des modes de consommation et notamment de déplacement qui préservent le climat. Et la petite porte de sortie pourrait dire, bon, mais puisque ce moyen-là ne fonctionne pas, et de fait, il ne fonctionne pas parce qu'à un moment, on ne peut pas faire ce genre de choses contre les gens à ce point. Comment on s'y prend pour atteindre cet objectif? Donc effectivement, un moratoire, tout en disant que l'objectif de réduction de notre empreinte carbone reste présent dans l'esprit du gouvernement. Problème, c'est qu'au passage, sans doute, ces taxes, elles servaient aussi à boucler un budget. Et là, il y a d'autres solutions qui doivent être cherchées. Le désordre actuel, nous demande Julien, lié aux Gilets jaunes, pourrait-il favoriser une attaque terroriste face à une police débordée? La menace est permanente, donc oui, ça pourrait se produire. Il y a une certitude, c'est que pendant que les forces de l'ordre s'épuisent à essayer de gérer ce mouvement qui s'étale dans le temps, et c'est pourquoi l'exécutif a intérêt à agir vite, eh bien, elles ne peuvent pas s'occuper pleinement du reste. C'est-à-dire que toute la communication qu'on nous a faite sur la police de sécurité du quotidien, la reconquête républicaine des quartiers, enfin tout ça, on voit bien que c'est du vent par rapport à la réalité de la sécurité du quotidien, dont les mouvements sociaux sont une équation importante. Voilà. Donc la menace terroriste, bien sûr, elle est prégnante, elle est là. Oui, c'est vrai que pendant qu'on fait du maintien de l'ordre, on patrouille un peu moins dans les quartiers où il faudrait être présent, on est peut-être un peu moins vigilant sur certaines situations parce qu'on est mobilisé et on se fatigue. Il faut voir la notion de fatigue qui est ressortie. Moi, c'est ce qui m'a frappé. C'est la première fois que j'entends des policiers qui, au cœur de l'événement, nous expliquent déjà qu'ils sont épuisés. D'ordinaire, c'est après l'événement. Maintenant, c'est pendant l'événement qu'on nous explique que ça va mal. Alors, c'est peut-être parce qu'on est en phase syndicale, mais enfin, il faut en tenir compte. Visiblement, on a un état d'épuisement. C'est une inquiétude, par exemple, qu'il y a chez les militaires qui disent on va maintenant nous solliciter pour... Puis quel militaire ? Enfin, de toute façon, le système français est basé sur des forces de projection sur l'extérieur. On n'a pas une armée qui permettrait de gérer les problèmes des quartiers. C'était le problème de 2005. Hein. Et d'ailleurs, on commence à avoir des ingrédients qui ressemblent un petit peu à 2005. Il faut faire attention à ce qui se passe actuellement. On n'a pas les moyens de tenir dans la durée. Hein. Sur RMC, des personnes disent qu'elles vont monter, nous rappelle Rogue One, à Paris avec des armes. De quoi s'inquiéter? On rappelle qu'il y a une autre source d'inquiétude, c'est qu'il y a une arme qui a été volée samedi. Oui, malheureusement, oui, c'est sûr que c'est pas brillant. Et en plus, l'arme symbolique de la reconquête policière face au terrorisme, puisque c'est ce fameux fusil d'assaut, le G36, qui était censé faire pièce au Kalachnikov dans Paris en cas d'attaque. Donc on en a besoin. Voilà, ce serait bien de la retrouver. Je ne doute pas qu'ils la retrouveront. Bruno Le Maire s'exprimait ce matin sur l'impact économique du mouvement. Selon lui, le mouvement a un impact sévère et continu, je cite, sur l'économie, et notamment l'impact cumulé sur le chiffre d'affaires a atteint 15 à 25% dans la grande distribution, 20 à 40% dans le commerce de détail et 15% dans certains marchés de gros. Mais pour l'instant, ce que vous me disiez tout à l'heure, vous confirmez, Emmanuel, il n'y a pas de, ça n'impacte pas l'opinion, en tous les cas, ça ne provoque pas un retournement dans l'opinion. Ce sont des arguments qui avaient déjà été évoqués très rapidement. Le gouvernement a expliqué ce que Jean-Marc Leclerc vient de dire. Les forces qui sont mobilisées ne sont pas consacrées à la lutte contre le terrorisme. Les Gilets jaunes ont entendu, on nous traite de terroristes. Donc là, on peut dire l'impact des mouvements de Gilets jaunes pénalise l'économie. Les Gilets jaunes vont dire, mais l'économie, c'est nous. En fait, il y a deux solutions. Hein, et il y a eu un sondage, c'est peut-être un petit peu court, surtout fait à chaud, mais on va avoir très vite le verdict. Soit tous ces éléments-là désolidarisent les Français du mouvement, et dans ce cas-là, peut-être que ces arguments peuvent porter, soit ça n'est pas le cas, et donc l'unique responsable sera le gouvernement. Une question pour vous, Caroline. Est-ce qu'il y a eu une prolifération des fake news depuis le début du mouvement ? Il y en a, oui, effectivement, hein, comme à chaque fois, on en retrouve. Il y a eu notamment la semaine dernière celle sur le salaire de Brigitte Macron, qui allait être augmenté de 22%, et ce qui est totalement faux. Et ça a beaucoup circulé. Donc oui, parce que c'est une manière de
comme à chaque fois, en fait, de faire en sorte que les gens soutiennent un peu plus un mouvement. Donc, les réseaux... Une chose, c'est qu'en matière de fake news, pour les Gilets jaunes, il y a des fake news d'État. Hein. Quand on nous expliquait samedi dernier que c'était l'extrême gauche et l'extrême droite qui fichaient le bazar et qu'en vérité, il n'y a aucun homme ou femme fiché à l'extrême gauche ou à l'extrême droite parmi les gardés à vue de la semaine dernière, on se demande où sont les fake news. Mais ça, c'est pas aussi dû au savoir-faire justement de ces groupuscules qui savent s'exfiltrer quand il... Alors on n'a pas attrapé les bons. Autre question d'ailleurs de Bobby, faut-il craindre les mises en place de milices armées pour se défendre des casseurs? Est-ce que en tout cas c'est une crainte qu'on a dans les services de police? Oui, c'est-à-dire que tout le monde a ces images en tête. Vous savez, à Los Angeles, quand les commerçants avaient décidé face aux émeutes de se défendre, les commerçants, notamment les Coréens, je crois, de se défendre face aux émeutes. Et effectivement, ça c'est le danger ultime en matière d'ordre public, c'est quand la population se fait justice elle-même. Là, c'est l'échec absolu. On n'en est pas là. Je pense que les gens sont plus dans la crainte. Je pense que ce qui s'est passé à Paris... il y a des appels, en tous les cas, à se réunir samedi pour défendre la tombe du soldat inconnu. Oui, bien sûr. Oui, mais ça, oui, bien sûr, c'est tout à fait légitime. Et c'est à la fois aussi inquiétant, parce que ça veut dire que le pouvoir n'est même pas capable de garder l'un des symboles de la République ultime. La rencontre avec les Gilets jaunes, merci beaucoup pour toutes ces précisions, continue tout au long de la journée. Vous allez pouvoir en suivre les principales séquences sur Figaro Live. Ce matin, rencontre avec les responsables politiques. Cet après-midi, avec les représentants, certains représentants des Gilets jaunes. Ce soir, donc, audition de Christophe Castaner et de Laurent Nunez à l'Assemblée nationale. Si c'est ouvert au public, on le retransmettra bien entendu sur Figaro Live avant une audition qui est prévue demain au Sénat. En attendant, vous continuez à rester avec nous sur Figaro Live. Dans un instant, Yves Tréhard reçoit Yann Brossa, qui est le tête de liste communiste pour les élections européennes. Cet après-midi, vous avez un rendez-vous sport avec Champions League, 13h30 Renaud Toffier. Et après 17h, Guillaume Roquette. Point de vue, et ce soir, Nicolas Dupont-Aignan est l'invité d'audition publique, mais ici, sur Figaro Live.